renard est un visiteur de potager, un voleur de poules. Il est considéré comme l'un des pires nuisibles de nos campagnes. On tue 100 000 renards en France chaque année. Et pourtant, il existe un étonnant pacte entre cet animal sauvage et certains paysans, comme dans cette ferme nichée au cœur des monts du Jura. À la fin du printemps, Michel inspecte ses prairies naturelles, car les vaches ne sont pas les seules à raffoler de ces bons pâturages. Il surveille de près l'évolution de la population des campagnols en pleine reproduction qui dévorent tout ce qui dépasse dans leurs galeries souterraines. Quand on parle de trèfle blanc de bonne qualité, le campagnol, il sait ce que c'est. Il apprécie toutes les racines qui sont là-dedans. Du moment où il a de la nourriture, il se reproduit, il mange nos prairies. Donc au bout d'un moment, le campagnol l'emporte sur la prairie. Tant qu'il reste en faible densité, les campagnols participent au bon équilibre de la prairie en aérant les sols. Mais Michel connaît bien le seuil à ne pas franchir. Moi qui ai étudié pas mal les campagnols et fait des pointages, on est arrivé à des 1200 à l'hectare. 1200 hectares qui mangent chacun quelques grammes de racines, c'est énorme. Donc au bout d'un moment, ils ont mangé toutes les racines. Le centre de gestion a chiffré à 10 000 € par ferme une population de campagnols. Donc 10 000 € par ferme, c'est énorme. Qui aujourd'hui accepte de perdre 10 000 € sur son salaire ? Dans les années 95-97, on m'a dit « Oui, il faut utiliser la bromadiolone, vous n'avez pas d'autre solution pour assurer vos remboursements à la banque, parce qu'il fallait nourrir la famille, il fallait faire vivre le troupeau. » Donc voilà, on était dans ce raisonnement-là. Et puis, à partir de ça, on s'est posé des questions, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui, comme moi, sont allés plus loin, ils ont fait beaucoup plus de traitements, puis ils sont revenus encore plus vite à dire « Oh non, non, c'est une connerie, on arrête, on n'a pas à aller se casser le dos sur les tracteurs pour faire des traitements, puis on n'a pas empoisonné la nature. » Et à partir de ça, c'est enclenché un petit peu ma réflexion en disant est-ce que là, on n'est pas dans un faux raisonnement? Est-ce que simplement en ne faisant rien du tout, on n'aurait pas de meilleurs résultats que si on cherchait à tout prix à aller détruire ces campagnols, alors qu'il y a des prédateurs naturels, il suffirait peut-être de les laisser tranquilles. Et là, on a l'animal, c'est le renard. J'ai l'impression qu'on est un peu en début d'infestation. Ça m'inquiète parce qu'on a fait le foin et puis on retrouve pas mal de nouvelles taupinières. Cependant, si Maître Renard fait son travail, ça ira. On va le laisser tranquille, on va le laisser travailler. Je suis quand même un petit peu inquiet. On sait qu'un renard par ferme serait suffisant. Un renard peut couvrir 200-300 hectares, donc c'est largement suffisant s'il y en a un par ferme. Dans mon village, s'il y a 10 renards, c'est suffisant. Donc là, il est venu cette nuit. Il a dû faire des dégâts chez les campagnols. Là, il y a un reste de nid là, qui a dû être visité. Donc ça a dû faire du grabuge là. Très bien le renard, très bien. Et là, on a la crotte au fond du trou. Peut-être que les petits points qu'on voit là pourraient correspondre aux petites aspérités qui sont à la surface des fraises. Pourquoi pas? Je vais peut-être retrouver mes fraises là-dedans. Alors là, il a bien le droit de visiter mon potager tant qu'il veut, tant qu'il fait la prairie avant, ça m'arrange bien. Non, c'est un employé pour nous, le renard. C'est un employé gratuit, même le samedi, dimanche, même à Noël et à Nouvel An, il est toujours là, il veille.
plaine de Valence, la monoculture a envahi le paysage dans les années 70. Peu à peu, la vie sauvage a déserté les champs. Lorsque Sébastien hérite de la ferme familiale, il abandonne une carrière prometteuse de biologiste au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Avec sa femme Elsa, il transforme en quelques années ces terres désolées en une véritable oasis. Sébastien a lui aussi passé un pacte avec le sauvage. Je vais regarder ce que c'est ça. Onyx, file. Attention, bouge pas trop. Là, il y a des petits verrons. Et il y a des épinoches. C'est que des bébés, c'est une nurserie ici. Ils grandissent ici. Là où on est, là, il y a 20 ans, il y avait du maïs. Hein. C'était cultivé jusqu'au bord de la route. La haie n'existait pas, la mare n'existait pas. Et du coup, là, l'eau qui coule, là, arrive, tourne et repart dans le ruisseau. Là, on a des espèces du ruisseau qui sont en train de grandir à l'abri des prédateurs, à l'abri des grosses truites du ruisseau. On a un banc de petits chevennes qui sont en train de prendre le soleil dans 3 cm d'eau translucide. C'est magnifique. En fait, c'est ça, moi je trouve la biodiversité, c'est qu'il faut savoir aussi l'apprécier là où on est. Ah, on entend des guêpiers. On a des communautés de libellules, d'amphibiens, des chauves-souris, d'oiseaux qui s'approprient le milieu, qui sont spécifiques aux zones humides, qui enrichissent d'un seul coup la biodiversité. D'ailleurs, nous, on a un très gros projet sur la ferme où on veut arriver à faire 1 mare à l'hectare. L'idée, c'est de se dire, allez, on passe un seuil, ça devient vraiment un écosystème très présent dans nos zones agricoles et on va voir ce que ça fait. On va voir si on arrive à obtenir des espèces qui, avec 1 mare, ne sont pas là, mais avec 15 mares, 17 mares, là, elles peuvent faire une vraie population. Plus on crée des milieux, et notamment plus on crée des milieux aquatiques, et plus on peut s'attendre à des choses extraordinaires. Et après, derrière, eh ben, pourquoi pas des services rendus inattendus. Si on a des communautés de libellules importantes, ça peut être des milliers de libellules qui volent. Des libellules, ça se nourrit essentiellement de petits insectes. Et donc, du coup, potentiellement ravageurs. Donc, ça peut participer. Et ça, il va assurément y participer. Mais on ne va pas tout miser sur la libellule. Nous, en fait, on mise sur personne. On mise juste sur tout le monde et que, en gros, cet écosystème soit le plus complexe possible pour éviter les pullulations. Plus il y a d'oiseaux différents, plus ils mangeront d'insectes différents susceptibles de détruire ces cultures. Pour contrôler l'ensemble des populations de ravageurs sur son exploitation, Sébastien installe inlassablement des dizaines de types de nichoirs. Depuis, une quarantaine d'espèces d'oiseaux ont rejoint sa ferme. Bon ben voilà, là on est devant les nichoirs à chevêche. Autour de la ferme, il y a 6 couples de chouettes. Des nichoirs, nous, on en a fait pour beaucoup d'espèces sur la ferme. On en a fait pour à peu près tout ce qu'on peut imaginer qui niche dans des cavités. Il y a des espèces qui se sont installées durablement, quoi, avec des belles populations qui ne font que s'enrichir en effectifs chaque année, avec les fauvettes grisettes, les hippolytes polygotes, les bruins emproyés, la caille des blés. Et ça, c'est génial parce que je suis encore allé livrer dans l'après-midi. On a fait un arrêt au milieu des champs derrière des voisins. C'est le désert, quoi. En ayant mis beaucoup de nichoirs, plus que ce que les oiseaux peuvent occuper, eh bien, les insectes commencent à les occuper. Les fourmis, les guêpes, les abeilles solitaires. On a eu du muscardin, c'est un petit rongeur super sympa qui est plutôt rare. On a des mulots qui vont s'installer dedans. On a aussi des petits mammifères, des chauves-souris. Donc la nature est quand même un peu résiliente. Ça, c'est le côté vraiment optimiste, il faut se le dire. Il y a des espèces pour lesquelles ça va être compliqué parce que ça joue à des grandes échelles et que ce n'est pas à l'échelle de mes quelques hectares que voilà, je vais changer la face du monde. Par contre, si on s'y met à plusieurs, on va peut-être pouvoir réussir des choses, quoi.
Moi, je suis persuadé d'un truc, hein. C'est que l'agriculture qu'on va pratiquer dans l'avenir, elle n'aura jamais été aussi performante et avantageuse pour la biodiversité de notre environnement. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui le veulent ont toute la connaissance agronomique disponible, ont toutes les connaissances naturalistes. Et tout ça fait que notre avenir, je le vois bien plus rose que ce qu'il a été jusqu'à maintenant. Sébastien et Elsa ont choisi un système qui leur correspond. Ils cultivent et élèvent ensemble céréales, légumes, fruits, poules, dindons, brebis. Toutes ces activités se mélangent et se rendent mutuellement des services. La polyculture élevage offre à leur ferme une solide résilience. T'as vu un peu comme elles nous obéissent? Là, quand les brebis elles découvrent un nouvel endroit, c'est toujours pareil, quoi. C'est l'excitation, c'est l'air fraîche, c'est le banquet, c'est l'éclate totale. Elles vont nous préparer la récolte de prunes là, pour que d'ici un mois, là, il n'y ait plus d'herbe, sans non plus s'énerver trop avec des débroussailleuses, des broyeurs tous les jours, et puis voilà, des désherbants, quoi. C'est qui a fait ce trou de merde là? Par contre, tu vas remettre là. Attends, il faudrait peut-être prendre la pelle, non? Ah, bah là, ouais, voilà. Voilà un truc de professionnel. Et là, tu sais qu'il y a des tritons aussi. Attendez, moi j'essaie. Tu l'as vu, Camille, ou pas? J'essaie de trouver des trucs. Est-ce que tu l'as vu, le tétard, Camille? Regardez là. Là. Oh là là, regarde. Là, j'ai un truc de fou. Là. Ça, c'est des larves, des coléoptères qui sont dans l'eau. Attention, ça pique peut-être. Hein. Je relâche. Toutes ces herbes, c'est notre future alimentation des vaches laitières. On voit les trèfles qui sont présents là-dedans, le trèfle blanc, le trèfle violet. Là, il y a un petit reste de luzerne ou de gesse qui font la richesse de nos prairies. C'est un champ qui va être fauché bientôt. On voit que les premières graminées sont en épi. Et puis, donc là, c'est la bonne saison pour faire du foin. On l'utilisera cet hiver pour l'alimentation de nos vaches laitières. Si elle mange du bon foin et beaucoup de foin, ben la vache, elle est bien nourrie, donc elle nous fournit un lait équilibré. Et ça se joue sur sa santé, sur son comportement, sur tout un ensemble de choses qui fait qu'on a un animal qui est en bonne santé s'il est bien alimenté. Mes deux parents étant du village, ils ont commencé avec 5 vaches. Et puis petit à petit, le comté devenant un peu plus attractif, ils se sont spécialisés dans la production laitière. C'est bon? Viens là, ma grande. Voilà, bien, Ibiza. Avance encore un peu. Allez, viens, ma belle Jade. Les vaches chez nous ont tout un nom. Hein, donc on fait un petit peu des noms en fonction de leur père, de leur mère, de leur famille. Enfin, on a des familles de fleurs, des familles de voitures, de noms latins, enfin de planètes, enfin voilà. Aucun comté ne se ressemble. Il y a l'apport de l'agriculteur, il y a l'apport du fromager, il y a l'apport de l'affineur. Salut Daniel. Tiens, salut. Comment vas-tu? Bien. Qu'est-ce que ça dit en qualité? Bah, ma foi, ça va pas mal. Les prairies sont arrivées un petit peu à maturité, il y a une baisse du lait? Oui, ça baisse un peu, oui. Comme l'année passée, qui a fait une période très sèche. Très longtemps. Oui. Qui n'avait pas d'herbe. Je ressentais un lait plus fragile. Après, quand le fromage évolue, ben, c'est lui le chef. Hein. C'est une matière vivante. Bon, je vais te laisser Daniel. Merci de ta visite. Salut. Allez, bye, bonne journée.
qui est impressionnant là, c'est quand on voit des trous de renard. Et là, sur les 2 hectares que j'ai là, j'ai vu 3 endroits où il avait fait des trous. Si le renard est présent au début de la présence des premières pullulations de campagnols, il arrive à les maîtriser. Sinon, s'il n'est pas là, la pullulation, elle démarre comme le feu dans une grange, quoi. Au début, c'est rien, et puis après, ben, tout s'embrase. Le renard, on est bons amis. Hein. Il a passé le col, là. Tu vois, là, ça génère des contractions. Là, on va sortir une patte. Hop là, voilà. 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 Tiens, ma cocotte, il est là, ton agneau, tiens. Voilà. On préfère aider les bêtes au moment de l'accouchement, quand les agneaux ils sont coincés, surtout sur des jeunes mères. Elles vont pas forcer très fort. Donc en fait, c'est vraiment... Regardez, ça y est, hop, il se lève. Il est déjà en train de se lever. C'est ça qui est démanché chez les ongulés, quoi. C'est vraiment le truc de la prédation, quoi. Nous, un gamin, il faut 3 ans là, qu'il se lève. Là, le lien qu'elle est en train de créer entre elle et lui, il va être indestructible si elle perd pas son agneau. Et c'est ça qui est fou, c'est si jamais elle perd son agneau, là, pendant 1 heure, elle perd l'odeur de l'agneau, tu lui remets son agneau, elle va le jeter, voire le tuer. Mais si elle ne le perd pas, elle ne le perdra plus jamais. Et les brebis, c'est vraiment... Enfin, moi, personnellement, j'adore vraiment cette espèce. Voilà. C'est bon, là, non? C'est bon? On est dans le principal verger de la ferme, dans lequel on ne fait pas que de la production de fruits. C'est un verger très aéré, orienté autour de la capacité à générer des écosystèmes pour qu'il y ait de la biodiversité sauvage. On a 200 poules. Elles maintiennent l'herbe à peu près basse, dont au pied des arbres. Elles nettoient, elles fertilisent à fond. Et c'est pour ça qu'on essaie, en fait, on essaie de faire des parcs qui sont un peu petits et de les déplacer très souvent. Là, en été, on les déplace tous les 15 jours. Il faut savoir que les poules, c'est un oiseau forestier. Et du coup, le verger, c'est important, parce que le verger, ça leur apporte un couvert forestier. Dès qu'il y a un prédateur, un rapace, hop, elles vont se réfugier à l'abri. Hey, hey, hey. Allez, il est là, ton petit. Viens là, il est là, ton petit, va. Allez. Tous les éleveurs disent que pour élever un animal, il faut l'avoir dans le ventre. Moi, j'ai une brebis dans le ventre parce que mon grand-père avait des brebis. Voilà, c'est tout. Voilà le travail. C'est beau, hein? La place du troupeau sur la ferme, ça permet d'obtenir les haies pour l'ombre des animaux. Tu es obligé d'avoir des choses qui les protègent, qui leur produisent du fourrage. Donc l'été, nous, après la récolte du colza, on va ressemer une culture pour faire manger le troupeau. Enfin bref, ça nous fait un cycle. Dans notre stratégie d'avoir plusieurs ateliers qui sont coopérants, on n'arrive pas à des situations où, comme on a tout parié sur un seul atelier, où mince, on est au bord de la catastrophe. Le verger, il y a des arbres, il y a des cultures en verger. L'abricotier, par exemple, c'est super dur, c'est très très dur. Si on misait tout sur l'abricotier, je pense qu'on serait directement à la case acédique, quoi.
Moi, je roule avec une 2 chevaux. Une 2 chevaux et encore, je fais le plein tous les 6 mois, quoi. Je vis très bien et j'ai pas besoin de rouler en Formule 1, H24 et de tout défoncer sur mon passage. D'autant plus que tous les gars, ils roulent en Formule 1 et aujourd'hui, ils vivent, c'est la catastrophe. C'est de pire en pire. On entend parler de céréaliers, d'éleveurs qui sont au bord de la faillite. Le seul avenir qu'on a pour notre agriculture et pour notre environnement, c'est d'avoir une agriculture qui ne gaspille pas et qui respecte. Pour des cultures plus durables, Sébastien sème justement 2 plantes complémentaires sur une même parcelle et en tire de sérieux bénéfices. Le champ là qu'on voit, les petites boules vertes, c'est de la caméline et dessous il y a des lentilles. Et ça s'appelle une association de cultures. Lorsqu'on sème des lentilles avec de la caméline, globalement les mauvaises herbes se développent très très peu. Et là on le voit, hein. Il y a des mauvaises herbes dedans, mais elles sont tenues à carreaux. Ensuite, il y a un autre intérêt, c'est que la lentille, elle, lorsqu'elle sèche, tombe au sol. On la ramasse très proche du sol et on remonte des cailloux. C'est pour ça qu'il y a des cailloux dans les lentilles. Elles ont des petits crochets, elles vont s'entourer autour de la caméline par la feuille et elles vont rester en l'air. Donc avec la moissonneuse, on ne va pas ramasser de cailloux. Et puis ensuite, on règle la moissonneuse de manière à récolter les lentilles et les camélines. Donc la graine de caméline et cette graine, on en fait de l'huile qu'on vend. Et les lentilles, on en fait des lentilles. La paille, ensuite, on en fait du foin qu'on donne à manger aux brebis. Et là, c'est gagnant, 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 gagnant. Si on travaille comme il faut, avec les rendements corrects, la marge, c'est-à-dire ce qui nous reste derrière, il nous reste au moins 4 ou 5 000 euros. Une grande culture aujourd'hui en conventionnel. Avant les crises, là, il restait 300 euros de marge. Sébastien s'en sort bien avec toutes les stratégies en faveur de la vie sauvage qu'il met en place. Et paradoxalement, il aide parfois la nature en ne faisant rien. Ce bord de bergerie, pour moi, c'est une chance. Ça va être un espace non cultivé que je vais laisser se développer. Notre interventionnisme sur la nature et l'environnement, c'est culturel. C'est un trait de notre société judéo-chrétienne avec cette capacité qu'on a d'intervenir et de considérer que d'ailleurs, ceux qui n'interviennent pas sont les sauvages. Combien d'agriculteurs, combien de personnes, mais pas âgées, pas âgées. Je vois avec des broyeurs, des sulfateuses, à désherber, broyer des endroits, mais il n'y a aucun intérêt de le faire. Aucun intérêt. Le mec, il va passer un coup de Roundup, tu fais, mais pourquoi tu fais ça? La réponse est toujours la même. Pour faire propre. Mais propre de quoi? Parce que l'herbe, les fleurs, c'est sale. Moi, je ne suis pas contre la tondeuse, le petit carré de pelouse devant la maison pour aller jouer avec les gamins avec des ballons. Moi, je suis super. Moi, chez moi, j'en aurais un carré de pelouse bien tondu. Mais ça n'a rien à voir avec la nature bien tondue, quoi. Là, il y a des papillons. Si c'est tendu, il n'y a pas de papillons, quoi. Et il n'y en aura jamais plus, quoi. Merci. Paysan lui aussi, Mathieu est expert ornithologue. Depuis qu'il vit dans les Corbières, il étudie la migration et la reproduction des vautours, comme ce rarissime poussin de Percnoptère, espèce fragile et protégée. Ah ouais, t'es pas ridicule, mon petit kiki. 1 kg 980 et donc faut enlever la tare, ça fait 1 kg 850. Il est bien avancé en taille et après il a un bon poids, donc bien nourri, il n'est pas maigre. Dans pas longtemps, il pourra s'envoler. Depuis qu'on bague les vautours Percnoptère dans le département, on a des retours super intéressants de ces oiseaux. Alors soit des poussins qui, une fois l'envol, sont observés à Gibraltar ou dans le sud de l'Espagne, on a même qui ont été vus au Maroc. Et après des oiseaux qu'on a bagués poussins et qui reviennent nicher dans le département. Et du coup, avec toutes ces informations-là,
Ça permet de mieux appréhender le comportement et la biologie de ces oiseaux et puis, in fine, de pouvoir enclencher des actions pour travailler plus profondément sur la préservation et la conservation de ces espèces, quoi. C'est le mâle du couple nicheur du secteur. Mathieu est parvenu à associer sa passion des oiseaux et son nouveau métier d'éleveur de chèvres grâce à un étonnant service rendu entre ces deux espèces. On a fait le choix de prendre une race rustique, la chèvre du Rove, donc qui n'est pas une super grande productrice en termes de volume de lait, mais par contre qui fait un lait qui est très riche. Le même jour, elles vont manger du thym, de la filante, du chêne vert. Toute cette diversité en termes de goût, on va le retrouver dans l'aspect gustatif des fromages, quoi. Ça ressort, quoi. On peut observer les 4 espèces de vautours qu'on a en France sur les Hautes-Corbières. Ici et là, dans le secteur, on va retrouver des endroits de falaises sur lesquels les vautours fauves vont venir en dortoir pour passer la nuit ou digérer. L'intérêt particulier du secteur pour les vautours, c'est qu'on a des placettes d'équarrissage collectives à l'échelle de plusieurs élevages qui permet aux éleveurs de déposer les cadavres des animaux issus de la mortalité de leurs troupeaux. Ça apporte la ressource alimentaire aux vautours qui sont exclusivement charognards. C'est gagnant-gagnant, ça permet aux éleveurs de se dispenser du système d'équarrissage classique et industriel qui fait venir des camions de l'autre bout de la France et de cramer du pétrole pour venir chercher des animaux morts qui peuvent bénéficier à cette faune sauvage. En plus de leur intérêt évident pour la biodiversité, ces placettes officielles représentent une sérieuse économie pour sa ferme. Viens ma poulette, viens au pied. Passerine, Passerine, viens ma poulette, viens mon amour, viens. Et Passerine, viens voir, viens, viens. Ourga, tu ramènes. Pousse-les, pousse, pousse. Super. Allez, on va vous chercher à boire. Onyx, tu restes là. Onyx, autant c'est une quiche en brebis, mais en dindon, il a l'air pas mal. On a l'habitude de considérer les plantes qui poussent spontanément dans les cultures comme des mauvaises herbes. Sébastien a remarqué au contraire que certaines fleurs dites messicoles forment un véritable écosystème qui abrite les prédateurs des parasites de ces céréales. Ça, c'est des variétés de blé ancien qui sont mélangées. Il y a des fleurs un petit peu de partout, et ces fleurs, c'est une grande famille de plantes qui s'appelle les messicoles. C'est des plantes qui ont exactement le même cycle végétatif que les céréales. Alors là, par exemple, on a une fleur, elle est en voie d'extinction, ça s'appelle la vachère. On l'a découvert complètement par hasard dans une parcelle de lentilles. Après, on a celle-là, là, c'est la nielle des blés. C'est extraordinaire. Une plante qu'on retrouve un peu plus souvent, mais qui reste quand même assez rare.
Et puis vous avez donc le coquelicot. Et ce coquelicot, c'est une messicole. Son origine, c'est le Moyen-Orient. Moi, plus il y a des fleurs et plus c'est diversifié dans ma parcelle de céréales, et plus je vais trouver qu'on a trouvé un équilibre. On peut espérer qu'à ce compte-là, même la parcelle de céréales, ce soit un écosystème. Il y ait des insectes qui vivent, parce que toutes ces fleurs, par exemple, elles ont des nectars, du pollen, c'est en soi, c'est des ressources alimentaires, mais c'est aussi des milieux de vie. Cette libellule, elle arrive de nulle part. Là. On en est déjà à 4 espèces de libellules, là, quand même, déjà. Juste en venant 3 fois 5 minutes discuter autour de la mare, on a déjà 4 espèces de libellules. Je suis sûr qu'à la fin de la saison, si on y prête un peu attention, il y a une dizaine d'espèces sans problème. Hop là, le tétard. C'est un gros tétard, c'est étonnant, je comprends pas trop ce qu'il fout là, lui. Et on voit les larves de moustiques aussi. Mais ces larves de moustiques, en fait, là, dès qu'il y a un peu des libellules qui vont s'installer, ça va être râpé pour elles. Hein. Là, c'est important d'ailleurs qu'il y ait des larves de moustiques, hein. C'est de la bouffe. Hein. Là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est la colonisation d'un nouvel habitat par des espèces pionnières. Voilà. Et ces espèces pionnières, elles ont besoin de ces nouveaux habitats temporaires qui vont évoluer, hein, parce que là, dans 2 ans, c'est tout en végétation, et les pionnières, elles ne seront plus là. Là, l'alouette qu'on entend, là, elle va nicher dans l'orge du voisin parce que c'est une petite bande étroite qui, du coup, est très très favorable. Même si elle est en chimique, elle est très très favorable pour la nidification. Et cette alouette, très probablement, elle va bénéficier de la mosaïque d'habitat ici pour venir se nourrir. C'est des responsabilités collectives. Nous, on est parti d'une base où on n'était pas initié au respect de la nature. On est issu d'une agriculture sortie de la guerre. Donc il fallait d'abord nourrir la France. Donc nourrir la France, c'était fallait produire. Peu importe si on ne respectait pas trop, peu importe si on mettait un peu trop d'azote puis que les cours d'eau s'en retrouvaient pénalisés. Mais aujourd'hui, la situation, elle est de nourrir qualitativement. Donc si on nourrit qualitativement, eh ben, on respecte un petit peu plus, puis on se rend compte qu'il y a des méthodes qui sont moins chimiques et qui ont d'aussi bons résultats. Culturellement, le renard a mauvaise cote, c'est-à-dire c'était l'animal futé, il est voleur de poules, c'était celui qui était capable dans le roman de Renard de faire les bêtises, dans les fables de La Fontaine, c'est lui qui était toujours le futé, donc on craint le renard. Après, on a essayé de faire évoluer ça en disant il peut être utile. Le renard, c'est un animal sauvage qui vit dans la forêt, mais qui peut protéger nos prairies. Moi, j'ai eu un agriculteur qui m'a dit si je découvre qu'un chasseur vient tuer des renards dans mes champs, ou j'interdis la chasse, ou bien je lui crève ses pneus. J'ai eu aussi un gars qui est dans notre collectif qui me dit je connais un chasseur, il se vante d'avoir tué 40 renards l'an passé. 40 renards, qu'est-ce qu'ils auraient mangé l'hiver? Combien de mulots ils auraient tués et dégustés pour nous rendre service? Il y a un corps électoral qui est intéressant, donc il faut peut-être un peu ménager sa gauche et sa droite, et si on veut être réélu. Donc le courage politique, quand il existera, on aura des avancées environnementalistes. Le collectif Renard Doux, initié par Michel et une poignée d'agriculteurs, de naturalistes et scientifiques, s'oppose fermement au lobby de la chasse. Une lutte inégale, le pot de terre contre le pot de fer. Pendant des dizaines d'années, en commission chasse et faune sauvage, on s'est heurté au monde de la chasse sans jamais aboutir à rien. Donc voilà, l'objectif était clair, réunir un maximum de monde, de manière à faire pression auprès des décideurs, et en l'occurrence les services de l'État, puisque là c'est une décision d'État. Hein, donc d'où notre grande action, on va dire, médiatique,
qui a consisté à envoyer des lettres au préfet demandant le retrait du renard de la liste des nuisibles, qui s'est soldé par 1600 lettres en tout, hein, qui sont arrivées sur le bureau du préfet du Doubs, et qui a, je crois, tout déclenché la suite. Ça bouge, hein, il se passe des choses, on ne peut pas dire. Alors, à partir du 1er juillet, bah si, attends, Michel, depuis le 1er juillet, donc depuis 4 jours, le renard est intégralement protégé, et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est une première nationale. Il est protégé dans 27 communes, très exactement, du département du Doubs. Il est intégralement protégé. C'est-à-dire qu'il n'est plus nuisible, il n'est plus chassable, donc de fait, il est intégralement protégé. Il y a un chasseur cette semaine qui m'a avoué que l'année dernière, sur sa commune, il en est le président hein, de la CCA, ils ont tué 56 renards. On est dans cette droite logique. Jusqu'à l'an 2000, on avait l'accueil des renards. Jusqu'à les années 90 et quelques, il fallait l'éradiquer parce qu'il y avait la rage, et ainsi de suite. Ça a toujours été un prétexte pour l'enlever. On est toujours dans cette logique du prétexte d'éliminer le renard qui gêne la chasse. Il se détruit probablement beaucoup plus de renards dans le cadre de la chasse normale que en raison du statut nuisible de l'espèce. Ah bah oui. C'est très vicieux. Hein. Ouais, mais c'est... Il y a du boulot, hein. Il y en a de plus en plus. Ouais, il y a du boulot. Hein. Je vais vous proposer quelque chose. Peut-être qu'on va aller à la renardière. Et dans l'autre, il y en a des deux. Oh, regarde. Tu le vois? On le voit. C'est un renard. C'est un tout petit. Viens, on avance. Regarde-le. Mais c'est vous. Tu le vois là? Il nous regarde. Regarde. Tu le vois? Ils sont magnifiques. Mais c'est vous. Il est tout roux. Le voilà. Regarde, Cassien, regarde. Il est magnifique. Il est très beau. Pourquoi il a peur des hommes? Mais parce que les hommes, des fois, ils sont pas gentils avec lui. Il a peur. Et surtout, il veut retourner dans la forêt. Ouais, et puis je pense qu'il voudrait attraper un mulot. Mon père ne transmettait pas, ou très peu. Quand vous aviez fait des beaux brouettes de fumier, quand vous alliez ramasser votre foin avec le cheval, vous n'aviez pas trop le temps de philosopher. Aujourd'hui, on a un petit peu plus le temps de réfléchir à ce qu'on fait et puis de le faire mieux. Là, on a le temps de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, ce genre d'idées. Et là, ils sont très réceptifs, hein, parce que les enfants, ils ont de l'ouverture d'esprit. Hein. On monte récupérer le collier GPS de Dora, là, une des chefs qui est équipée parce que son collier est éteint. Et du coup, comme elle dort en parc de nuit ce soir là, et qu'on a besoin de savoir où elles seront cet après-midi, on va pour rallumer le module GPS du collier. C'est grâce à ce système qu'on est capable de savoir où elles sont en temps et en heure. Il leur arrive parfois de nous faire des petites surprises ou des coups de Trafalgar. Et c'est quand même assez rassurant d'avoir un traceur ou deux sur le troupeau pour être sûr de ne pas avoir un troupeau qu'on va récupérer au diable Vauvert. C'est super attachant comme bestiole, les chèvres, parce que c'est très affectueux, c'est assez taquin, malicieux. Et du coup, elles ont chacune leur petit caractère. Il y en a qui sont un peu plus sauvages que d'autres qui sont à l'opposé, complètement boulets, tout le temps collés à toi. Ouais, on les connaît toutes par cœur. T'as les amours? Dora, t'es où Poulette? Venez voir les amours là. Dora. Eh les poulettes. Bidou bidou. Va au troupeau toi. Troupeau. Dora. T'es où Poulette là? Dora.
Viens Maloute, viens. Tibidou bidou. Ah bah t'es là Dora. T'es là petite Dorinette. Donc voilà, le traceur GPS, il est dans des petits étuis en cuir fait maison. Là je viens de le réactiver. Ça a clignoté 2 fois vert, donc c'est bon. Il est rallumé. Petit bisou. Hein? Bah oui. Mathieu veille sur ses chèvres comme Sébastien prend soin de ses fleurs messicoles séchées, soi-disant mauvaises herbes, et de leurs précieuses graines. Ça, c'est des vachères. Et dans mes vachères, j'ai aussi des nielles des blés. En fait, je trie espèce par espèce. Donc ça, c'est les nielles des blés, les vachères. Il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui font ça, hein, je vous rassure. Hein. Là, avec des collègues, on est en train d'essayer de faire un réseau de fermes qui s'engagent pour le sauvage. On va essayer d'ensemencer des messicoles et ils sont à fond quoi, dans l'idée de le faire. C'est aussi un acte militant parce que c'est considérer les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, c'est vraiment l'ennemi des agriculteurs. Moi, j'ai appris dans mes études de protection des cultures à lutter contre ça, à trouver le bon désherbant qui va bien. On leur a tellement tapé sur la tête à ces mauvaises herbes que certaines, elles résistent aujourd'hui. Mais celles-ci, par contre, elles sont tellement fragiles que malheureusement, elles ne résistent pas aux herbicides. Donc là, il suffirait d'utiliser une fois des herbicides pour anéantir pour quelques années ces plantes-là. Voilà. Semer ce type de graines est contraire à l'agriculture conventionnelle. Mais c'est ainsi que Sébastien invente le monde paysan de demain. Quand j'étais adolescent, voilà, je venais sur ces parcelles comme ça en me baladant, non, il n'y avait rien. Pas un oiseau, pas une libellule, pas un papillon, rien. On a créé un système agricole qui génère des habitats. Et qui dit habitat, dit espèce, c'est tout. L'écologie, c'est simple comme bonjour d'une certaine manière. Nous, ce qu'on a fait aujourd'hui sur la ferme, polyculture élevage, poules, brebis, arboriculture, grande culture, en interaction, c'est notre modèle. Et je ne pense pas que ça, il faille vouloir le répliquer. Mais par contre, cette manière de travailler me semble être une bonne manière pour répondre à ces questions d'économie, à ces questions de résilience des écosystèmes et d'avoir une action plutôt positive sur la biodiversité. Il y a une perturbation qui va arriver, précédée d'un orage. Si le foin est en boule, il n'y a plus de risque. Si le foin n'est pas ramassé, on ne peut pas le ramasser. Donc à ce moment-là, on attend, on recommence tout, le processus. Il nous faut 24 heures de soleil pour qu'il soit sec. C'est quand même très stressant. Tout le début de la période de pressage, on fait gaffe. Il faut absolument bien faire le travail, ne pas le louper. La petite bêtise qu'on fait peut nous coûter très cher. Il faut surtout éviter certaines choses. Là, l'indicateur, c'est que ça fume au-dessus de la presse, donc le foin est sec. Il rejette sa poussière. Donc là, on est tout bien. Il faut être bon en animaux, en végétaux, en matériel, en maçonnerie, en bâtiment, un petit peu en tout. Il faut être bon, quoi. Je dis que le métier de paysan, c'est 30 métiers. Et c'est ça l'intérêt du métier. C'est d'être bon dans ces 30 métiers. On sent que c'est orageux, hein, il fait chaud, là. Je pense qu'on est à 28-30 degrés là, c'est chaud, on sent que ça va péter. Moi, plus j'avance dans ma démarche et dans les réflexions, dans les rencontres, plus j'ai l'impression
que le terme paysannerie est vraiment un terme qu'on doit mettre en face de systèmes vertueux. Donc du coup, j'en arrive à la conclusion qu'il faut pousser les gens à cette réflexion. Moi, je suis devenu paysan, voilà. J'ai repris des terres, ça s'est fait vite, hein. Ça s'est fait de façon un petit peu brouillon. J'ai acheté du matériel agricole, je savais rien faire. Mon tracteur, je savais même pas le conduire. J'ai appris tout au fur et à mesure. Et par contre, il s'est passé des choses extraordinaires. Ça a été des sensations que moi, j'ai jamais vécues et des sensations qui sont hyper profondes et qui sont très émouvantes. En fait, moi, je me suis mis à pleurer sur mon tracteur. La première fois, par exemple, que j'ai labouré. J'ai ressenti quelque chose d'énorme. Je me suis retrouvé en lien avec mes ancêtres, en fait. Je me suis ressenti en lien avec mon grand-père, mais plus que ça, en fait. Et ça, je le ressens même tout le temps. Comme un espèce de respect profond des gens qui ont travaillé ces terres. Et là, on va déposer une de nos chèvres qui est morte et dont on va déposer le cadavre sur notre placette d'équarrissage collectif. Alors, la chèvre qu'on emmène sur la placette, c'est Fessel. C'est une des chèvres de notre troupeau du départ, donc qui a plus de 10 ans, qui nous a fait peut-être entre 15 et maxi 20 chevreaux dans sa vie et qui voilà, nous a fait je ne sais pas combien de litres de lait et de fromage. Accompagner nos animaux jusqu'à la mort, ça fait aussi partie de la démarche, quoi. Quelque part, c'est un côté assez chouette de se dire qu'elle va finir et qu'elle va s'envoler avec les vautours. Et en plus, les vautours, on les qualifie de cul-de-sac épidémiologique. Alors c'est un peu un gros mot, mais c'est... En gros, une fois que les vautours sont passés, il ne subsiste plus rien de toutes les choses contaminantes qu'il pourrait y avoir sur les carcasses et les cadavres. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quel autre moyen d'équarrissage. Moi j'ai 44 ans, depuis que je suis né, il y a la moitié du vivant qui a disparu de cette planète, quoi. Il y a 30% des oiseaux des milieux agricoles, 80% des insectes, enfin qu'est-ce qu'on attend, quoi. Pour nous c'était une évidence
que notre activité paysanne, elle soit en priorité axée sur la préservation de la biodiversité. Et après, on arrive aussi à montrer que c'est possible d'avoir du revenu agricole et paysan tout en ayant comme objectif principal la protection de la nature, quoi. On est sur des projets qui sont viables, résilients, totalement dans l'air du temps, quoi. J'ai bien peur que la vitesse à laquelle nous on va soit pas la même que celle justement d'une partie des politiques et du syndicat agricole majoritaire. Comme dirait un copain, il faut juste qu'on ne soit pas pressé d'avoir raison de nos convictions et de notre éthique, quoi. La nature, les forces du vivant, la photosynthèse, le climat, c'est déterminant, c'est déterminant. Moi, je ne veux pas tomber dans l'angélisme, mais je ne veux pas non plus tomber dans le catastrophisme. C'est en train de changer. Il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que il y a des paysans, il y a des agriculteurs qui en ont conscience et qui ont envie de faire des choses. Ça, c'est sûr. Voilà. Tous ne veulent pas le faire, ça, c'est sûr aussi. On est dans un problème majeur d'économie. Notre économie libérale amène certaines personnes à des excès. C'est un problème qui est foncièrement global, en fait. Et ça, pour moi, ça passe essentiellement par l'éducation. Si les jeunes sortent des écoles d'agriculture avec ces nouveaux bagages et que d'eux-mêmes ils décident de changer les choses, c'est parti, quoi.